Le 15 mars 2026 à 18h30 dans le calme feutré de Matignon, Sébastien Lecornu apposait sa signature au bas d'un document qui allait faire trembler toute la République sa démission. En moins de 60 minutes, la nouvelle se propageait, telle une onde de choc dans le paysage politique. À Hénin-Beaumont, Marine Le Pen, installée dans son quartier général, savourait déjà ce qu'elle croyait être une victoire inespérée. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le lendemain, à la même heure, son air triomphant ferait place à une stupeur glaciale. « Enfin !» lança Marine Le Pen en voyant s'afficher la notification sur l'écran de son téléphone. Elle se trouvait alors en pleine réunion stratégique avec Jordan Bardella et la direction du Rassemblement national. En une seconde, l'alerte BFM TV couvrit le brouhaha de la salle. Sébastien Lecornu remet sa démission entre les mains d'Emmanuel Macron. Un silence triomphal s'installa. Le visage de la chef du parti d'extrême droite s'illumina d'un sourire qu'elle ne chercha même pas à dissimuler. « Voilà, la chute commence !» lança-t-elle presque jubilatoire. Macron vient de perdre son dernier bouclier. Lecornu était le seul fil qui tenait encore ce quinquennat à bout de souffle. Sans lui, l'Élysée va s'effondrer comme un château de cartes. Marine Le Pen n'avait pas visé à côté dans son analyse. En 1 an et demi, à Matignon, Lecornu avait réussi à accomplir ce que beaucoup pensaient irréalisable, calmer la tempête, restaurer l'autorité de l'État et éviter à Macron une noyade politique annoncée, et ce malgré un taux de popularité qui flirtait avec le plancher. Son départ brutal laissait un trou béant au sommet de l'exécutif, un vide que personne ne semblait prêt à combler. Officiellement, on parlait de désaccords économiques et de tensions sur la ligne européenne. Un langage feutré pour masquer une réalité bien plus crue dans les couloirs feutrés du pouvoir, chacun savait que Lecornu en avait assez. Assez de jouer le pare-feu d'un président qui multipliait les fautes et les décisions solitaires. Cette fois, il refusait d'être le fusible qu'on grille pour sauver la vitrine. Le point de rupture, une réforme des retraites imposée en force contre l'avis formel de son propre Premier ministre. Macron, en contournant Lecornu, avait relancé les grèves, rallumé la colère sociale et ravivé les fractures du pays. Humilié publiquement, Lecornu n'avait pas digéré l'affront. Cette fois, c'en était trop. Alors qu'il rangeait ses dossiers à Matignon, il lâcha à voix basse, mais le regard noir, « Il m'a trahi une fois de trop. » Puis plus sec encore, « Je ne servirai plus jamais de caution démocratique à ces dérives présidentielles. » Un coup de massue. À l'Élysée, la démission de Lecornu retentit comme un grondement de fin de règne. Pour Emmanuel Macron, ce n'était pas simplement la perte d'un chef de gouvernement, c'était la disparition de son dernier levier pour éviter un naufrage politique. Désormais privé de son allié le plus solide, il se retrouvait nu, exposé à une opposition enragée et à une opinion publique en rébellion. Dans les murs feutrés de son palais, le président désemparé tournait en rond, le regard perdu. « Pourquoi m'a-t-il fait ça ?» murmurait-il sans cesse à ses collaborateurs. Il ressassait les souvenirs, ils avaient traversé les tempêtes ensemble, tenu bon là où d'autres auraient sombré, et pourtant Lecornu était parti emportant dans sa valise ce qu'il restait de la crédibilité de l'exécutif, laissant Macron seul face au vide. Dans le chaos ambiant, Marine Le Pen voyait se profiler une voie royale vers le pouvoir. Flairant l'opportunité historique, elle dégaina une conférence de presse pour 20 heures, bien décidée à capitaliser sur le séisme. Sourire éclatant, regard conquérant face aux caméras, elle lâcha « Ce départ de M. Lecornu, c'est la preuve éclatante de ce que nous dénonçons depuis des années. » Et de dérouler sa salve Macron, un chef sans cap, incapable de tenir son équipe, encore moins son pays. La France prisonnière d'une instabilité chronique qu'elle ne mérite pas. Puis, dans un ton plus tranchant, Lecornu était le dernier vernis de sérieux d'un gouvernement en ruine. Maintenant qu'il est parti, il ne reste plus rien, juste le vide de la Macronie. Et de conclure comme une sentence, le peuple français doit reprendre les rênes de son avenir. Le moment est venu. L'impact fut fulgurant. En l'espace de quelques heures, Marine Le Pen devint l'invitée incontournable de tous les plateaux télé. Les chaînes d'infos se l'arrachaient pour décortiquer cette secousse politique inédite. Micro en main, maquillage impeccable, elle savourait cette lumière qu'elle attendait depuis si longtemps. « C'est l'instant que nous attendions »
glissa-t-elle à Jordan Bardella dans un couloir de studio, le regard brillant. Macron est hors jeu, à nous maintenant de montrer qu'une autre voie est possible pour la France. Et comme pour valider cette euphorie, les chiffres tombèrent le lendemain, le Rassemblement national gagnait 3 points dans les intentions de vote. Macron lui dévissait. Aux yeux de tous, le départ de Lecornu sonnait comme le début de la noyade présidentielle. Sur XX Twitter, c'était l'euphorie générale chez les soutiens du Rassemblement national. Les mots dièse et Macron terminés et bye bye Lecornu grimpaient en flèche dans les tendances propulsées par une armée de militants en liesse. Marine Le Pen, elle retweetait à la chaîne les messages à sa gloire, savourant chaque post comme un trophée numérique. Brique après brique, elle reconstruisait son image présidentielle sur les ruines encore fumantes du macronisme. Cette fois, les Français auront le choix, le désordre macronien ou notre vision d'un pays stable et souverain, lança-t-elle dans un tweet bien calibré qui fit exploser les compteurs. En quelques minutes à peine, les partages se comptaient par dizaines de milliers. La machine était lancée. À l'Assemblée nationale, dans les allées feutrées du pouvoir, la gauche hésitait, piétinait, observait sans vraiment savoir comment réagir. Jean-Luc Mélenchon, lui, n'avait pas boudé son plaisir en voyant Lecornu quitter la scène, mais la montée en puissance de Marine Le Pen dans la foulée lui restait en travers de la gorge. « Restons vigilants !» répétait-il à ses troupes le ton grave. Ce départ ouvre aussi la porte à l'extrême droite. Il ne faut pas lui laisser le champ libre. Sauf que le mal était fait. Le Pen avait déjà pris le contrôle narratif. Elle trustait les écrans, dictait les analyses, tordait la crise à sa convenance. Pour la première fois depuis des années, elle ne faisait plus seulement partie du décor, elle incarnait aux yeux de beaucoup l'alternative crédible à Emmanuel Macron. À l'Élysée, c'était l'état d'urgence. Le ballet des conseillers ne cessait dans le bureau présidentiel, chacun tentant désespérément d'éteindre l'incendie politique qui s'embrasait à vue d'œil. « Il faut un nom et vite !» lança Alexis Kohler le ton pressant. « Plus on attend, plus Le Pen gagne du terrain. » Mais Macron blême levait les bras. « Vous me proposez qui ?» Silence. Lecornu n'était pas seulement un Premier ministre, il était devenu une figure d'équilibre, presque un symbole. 18 mois à bâtir une stature au-dessus des clivages, à imposer un style d'homme d'État inattaquable. Et voilà qu'il partait, laissant derrière lui un vide béant. Des noms, bien sûr qu'il y en avait. Bruno Le Maire, Darmanin, Borne. Tous cités, aucun adoubé. Aucun ne possédait l'autorité naturelle ni le capital politique pour enfiler ce costume trop taillé sur mesure. Macron se retrouvait face à l'énigme parfaite, remplacer l'irremplaçable. Ce soir-là, allongée dans son lit, Marine Le Pen ferma les yeux, avec la conviction douce et rare d'avoir enfin remporté une bataille majeure. Depuis 2017, jamais elle ne s'était sentie aussi proche de l'Élysée. L'obstacle nommé Lecornu, ce verrou qui tenait debout ce qu'il restait du macronisme, avait sauté. Le champ était libre. « Dès demain, on dévoile notre projet gouvernemental », souffla-t-elle à ses collaborateurs le ton presque solennel. « Il est temps de prouver que nous sommes prêts à gouverner ce pays. » Ce que Marine Le Pen ne soupçonnait pas, c'est que, pendant qu'elle savourait sa victoire dans l'ombre, Lecornu tissait une toile discrète. En coulisses des tractations, s'était engagé avec plusieurs figures clés du paysage politique. Son départ tonitruant n'était peut-être qu'un mouvement stratégique et non une sortie définitive. Le 16 mars au petit matin, Marine émergea de son sommeil gonflé d'assurance. Sa journée s'annonçait comme un marathon triomphal petit déjeuner politique, avec les journalistes brief matinal avec les députés RN, puis apothéose à Marseille, pour donner le coup d'envoi de ce qu'elle appelait déjà la reconquête nationale. À 10 heures installée dans les studios de RTL, elle poursuivait l'offensive sans relâche, certaine que le terrain lui appartenait enfin. La démission de Lecornu prouve une chose, même les plus brillants finissent impuissants face à Macron. Ce quinquennat est un naufrage, il faut tourner la page. Lançait-elle sûre d'elle devant les micros. Le journaliste curieux la coupa. « Vous vous sentez prête à gouverner si l'occasion se présente ?» Sans hésiter, elle répondit avec aplomb. « Évidemment, notre équipe est en place, notre projet est prêt et notre légitimité est incontestable. Les Français n'attendent que notre feu vert. » Mais à peine avait-elle terminé sa phrase que son téléphone vibra sur la table. Notification.
Message de Jordan Bardella, BFM, urgent. Le regard de Marine se durcit. Elle fit signe à son attaché de presse « Allumez la télé, maintenant ». L'image à l'écran la glaça instantanément. En bas du bandeau rouge clignotant s'affichait un message qui pulvérisa son assurance « Sébastien Lecornu revient à Matignon. Il retire officiellement sa démission ». Elle resta figée, bouche entr'ouverte, comme si le temps s'était suspendu. « Non, c'est une blague !» articula-t-elle presque inaudible, déstabilisée en pleine émission. Le journaliste, lui aussi pris de court, tenta de reprendre le contrôle de l'antenne. Madame Le Pen, un commentaire sur ce rebondissement inattendu. Lecornu n'était pas seulement revenu. Il était revenu en héros, prouvant à toute la classe politique amie comme adversaire qu'il était bel et bien indispensable. Ce qui s'était joué en l'espace d'une seule journée avait tout d'un scénario haletant. Dès que la nouvelle de sa démission avait éclaté, Lecornu se retrouva submergé d'appels pas seulement de l'Élysée, mais de tous les piliers de la société française. Patrons inquiets, syndicalistes, désemparés, figures culturelles, sportifs intellectuels, tous le pressèrent de revenir sur sa décision. « Vous êtes le dernier lien entre le peuple et le pouvoir », le suppliait le secrétaire général de la CFDT. « Le pays ne tiendra pas sans vous », lançait le président du MEDEF. Même des voix de l'opposition habituellement critiques se joignaient au chœur. « Si vous partez, vous laissez la place aux extrêmes », l'alertait François Bayrou. Lecornu comprenait alors qu'il n'avait pas quitté un simple poste. Il venait de déclencher un séisme national. Ce n'est ni un patron, ni un ministre, ni même un président qui fit vaciller Lecornu, mais une voix bien plus intime, celle de sa propre fille, étudiante en sciences politiques, qui au bout du fil lui lança doucement mais fermement « Papa, tu ne vas quand même pas offrir le pays à Marine Le Pen, juste parce que ton ego a été froissé. » Ces mots simples et désarmants lui transpercèrent du cœur. C'est à cet instant qu'il comprit ce qui pour lui relevait d'un choix personnel légitime, risquait de plonger la démocratie française dans une spirale incontrôlable. Et autour de lui, tout confirmait ce pressentiment, les marchés en chute libre, l'euro en dégringolade, la classe politique déboussolée, et surtout une Le Pen en embuscade prête à exploiter le moindre vide pour s'emparer du pouvoir. Lecornu se rendit compte qu'en partant, il ne laissait pas qu'un fauteuil vide. Il ouvrait une brèche. « Je ne peux pas laisser ça arriver. » C'est ce que Lecornu se murmura en voyant défiler sur tous les écrans une Marine Le Pen rayonnante monopolisant les plateaux comme si elle tenait déjà les clés de la République. Il sentit le poids immense de la responsabilité qu'il portait, celle d'un homme qui, en claquant la porte, risquait d'en ouvrir une bien plus dangereuse. Pendant ce temps-là, à l'Élysée, Emmanuel Macron ne dormait pas. Il ne sermonnait pas. Il suppliait. À 3 heures du matin, d'une voix fatiguée mais sincère, il décrocha son téléphone. « Sébastien, j'ai été idiot avec cette réforme des retraites. Tu avais raison. J'aurais dû t'écouter. Donne-moi une ultime chance de réparer mes fautes. » C'est un Macron méconnaissable qui avait désarmé Lecornu. Pour la première fois depuis le début de leur collaboration, le président d'ordinaire si sûr de lui s'était présenté vulnérable, les épaules basses, prêt à rendre les clés de la maison. Ou presque. « Si je remets les pieds à Matignon », lança Lecornu en posant ses conditions comme un chef de guerre victorieux, « je veux les pleins pouvoirs sur l'économie et le social. Vous occupez du drapeau et des voyages. » « Marché conclu », répondit Macron sans hésiter, avalant sa fierté au nom de la survie politique. Et à 18h30 tapante, jour pour jour, heure pour heure, après sa fameuse démission, Lecornu a posé sa signature au bas d'un nouveau document, sa réintégration triomphale au poste de Premier ministre. Le phénix revenait au nid. Le choc fut brutal pour Marine Le Pen. En l'espace de quelques minutes, son rêve d'accéder au pouvoir venait de s'évaporer comme un mirage en plein désert. Pire encore, elle donnait désormais l'image d'une opportuniste trop pressée d'annoncer la chute du château alors que les fondations tenaient encore. En coulisses, la colère était noire. Tout était prévu d'avance, fulminait-elle auprès de ses proches. Lecornu et Macron nous ont roulés dans la farine pour mieux nous humilier. Mais dans les couloirs du pouvoir, personne ne mordait à l'hameçon. L'effondrement émotionnel du président avait été trop réel, trop public.
Et le retour de Lecornu ne relevait d'aucun complot hollywoodien, c'était simplement le réflexe d'un homme d'État conscient du danger que représentait une extrême droite aux portes du pouvoir. Le soir venu, Marine Le Pen enchaînait les plateaux télé, tentant tant bien que mal d'éteindre l'incendie politique. Oh, que Lecornu revienne ou pas ne change rien, Macron reste le capitaine d'un navire qui prend l'eau, répétait-elle avec assurance. Mais le ton lui manquait cruellement de conviction. En une seule journée, elle était passée du rôle de présidente en puissance à celui d'invité embarrassé sur un plateau rattrapé par son enthousiasme prématuré. Et le réveil fut brutal. Les sondages tombèrent comme une douche froide, 4 points envolés pour le Rassemblement national. Non seulement le souffle de la veille avait disparu, mais il avait laissé place à un net recul. Le public n'avait pas apprécié le spectacle. Voir Marine Le Pen se réjouir du chaos avait laissé un goût amer. « Elle a levé le masque », résumait un analyste. Les Français ont vu une femme politique prête à tirer profit du désordre même au prix du pays. Le retour de Lecornu fut perçu comme un acte de courage républicain presque héroïque. En un éclair, il était passé de démissionnaire à sauveur de la nation. Les sondages s'envolaient. Jamais un premier ministre n'avait atteint un tel plébiscite populaire 100% d'opinion favorable dans certains panels du délire politique pur. Un éditorialiste du Monde résuma le sentiment général avec emphase « Lecornu, c'est la raison face à la tempête populiste ». Grâce à lui, la République a repris son souffle. Pendant ce temps, Marine Le Pen tentait de changer de sujet, de se refaire une crédibilité ailleurs. Mais le mal était scellé. Son moment de gloire anticipée s'était mué en gifle publique. Même dans ses propres cercles européens, on la taquinait. À Rome, Matteo Salvini, moqueur, lui glissa « Marine, en politique, le match n'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé. » 21 jours plus tard, un nouveau sondage tombe. Marine Le Pen patine, incapable de reprendre l'élan perdu. En revanche, un nom commence à s'imposer doucement, mais sûrement celui de Sébastien Lecornu. Celui que l'on disait fini devient soudain un potentiel sérieux pour 2027. Ironie du sort, sa fausse sortie de scène avait consolidé son image d'homme incontournable d'ancrage républicain. « J'ai retenu une chose », glissa-t-il à ses collaborateurs dans un moment de confidence. « Parfois, il faut claquer la porte pour mieux la rouvrir. Et ne jamais sous-estimer le flair démocratique des Français. » De son côté, Marine Le Pen n'avait pas eu droit à une aussi douce leçon. Pour elle, c'était brutal. Elle avait jubilé trop vite, cru que la partie était gagnée avant le coup de sifflet final. Erreur stratégique. En politique, rien n'est jamais acquis. Et se nourrir du chaos des autres peut parfois vous faire chuter vous-même. Cette séquence de 24 heures courte mais explosive avait rebattu tout le jeu. Lecornu, le survivant, en sortait renforcé. Macron lui avait été forcé d'apprendre l'humilité. Et Marine Le Pen, elle avait découvert à quel point l'orgueil peut coûter cher. Cette mésaventure resterait comme une masterclass de ce qu'il ne faut jamais faire célébrer la victoire avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Mais l'affaire était loin d'être close. Ce séisme politique condensé en 24 heures de chaos allait laisser des répliques durables dans le paysage français. Marine Le Pen, piquée au vif par ce revirement fracassant, n'entendait pas encaisser l'humiliation sans riposter. Dès le lendemain, elle réunissait en urgence son état-major au QG du Rassemblement national. « On ne va pas avaler cette couleuvre sans broncher », lança-t-elle la mâchoire serrée. « Lecornu a joué avec nous, mais on va lui faire comprendre que sa résurrection politique ne résout rien. » Ah, Jordan Bardella, encore sonné par le retournement de situation, tenta d'apaiser les tensions. « Marine, peut-être qu'on s'est emballé trop vite. Il faut qu'on reste solide et crédible. » Mais la présidente du RN ne voulait rien entendre. « Crédible? Tu plaisantes, j'espère. » Hier soir, toute la France nous voyait déjà aux commandes. C'est lui Lecornu qui passe pour un pantin hésitant. C'est lui qui jongle avec Matignon comme s'il choisissait un dessert à la carte. En à peine une journée, elle était passée du sommet de la gloire espérée à la fosse d'un revers cuisant. Et comme si cela ne suffisait pas, les réseaux sociaux s'étaient transformés en tribunal populaire, l'accusant d'opportunisme glouton de se réjouir des malheurs de la République comme une charognarde en embuscade. « C'est profondément injuste », soufflait-elle à son cercle rapproché visiblement affecté. « On fait simplement notre boulot d'opposition.
Si un Premier ministre claque la porte, on ne va pas faire semblant de pleurer tout de même. Mais dans la rue, ce discours ne passait pas. L'opinion, elle avait déjà tranché. Un sondage Harris Interactive, publié 3 jours après le fiasco, révélait une douche froide. 67% des Français estimaient que son enthousiasme affiché avait été totalement déplacé. Les gens n'aiment pas qu'on jubile pendant une tempête, analysait un spécialiste des enquêtes d'opinion. Ce que Marine Le Pen a projeté, c'est l'image d'une femme politique qui pense à son camp avant de penser au pays. Cette tâche tenace, cette empreinte indélébile collait désormais au personnage de Marine Le Pen comme une ombre malveillante. Peu importe les efforts frénétiques de son équipe de com Immersion Express dans les services hospitaliers poignées de main dans les champs, avec des agriculteurs au regard perplexe ou encore présence calculée dans des galas caritatifs, filmés sous tous les angles, rien n'effaçait la bourde originelle. Elle a grillé sa carte de candidate crédible, soupirait désabusé un cadre du RN en coulisses. Ce que les Français retiennent, ce n'est pas son programme, ni ses déplacements. C'est ce rictus triomphant le jour où Lecornu a claqué la porte. Et ça, c'est impardonnable. Pendant que Marine Le Pen tentait de recoller les morceaux de son image en lambeaux, Sébastien Lecornu lui asseyait tranquillement son autorité. Son retour express à Matignon, loin d'être perçu comme une volte-face maladroite, était désormais salué comme un acte de bravoure républicaine. L'Union nationale semblait presque se dessiner, même à gauche. Oui, même des figures critiques, comme François Ruffin, avaient fini par saluer la stature de l'homme. Qu'on l'aime ou pas, il s'est comporté en véritable serviteur de la République. Un hommage venu de ses adversaires naturels qui sonnait comme une claque supplémentaire pour Marine Le Pen. Car face à un Premier ministre auréolé d'un respect quasi unanime, son habituelle rhétorique d'opposition paraissait soudainement hors de propos. Ce type a retourné la table avec une finesse redoutable, soufflait un stratège du RN amer. Il est passé de fusible du pouvoir à figure d'unité nationale. On ne peut même plus le critiquer sans passer pour mesquin. Dans les coulisses du Rassemblement national, c'était la panique créative. On brassait des idées dans tous les sens pour tenter de relancer la machine. Certains stratèges réclamaient un recentrage sur Macron cible classique mais efficace. D'autres plaidaient pour un virage sécuritaire histoire de ramener le discours sur les fondamentaux. Mais autour de la table, Louis Alliot tapait du poing. Il nous faut une ligne d'attaque claire, percutante. Si on ne rebondit pas maintenant, on risque d'être invisible jusqu'en 2027. Pourtant, dans l'esprit de Marine Le Pen, une obsession éclipsait toutes les autres stratégies Lecornu. « Il cristallise tous nos blocages », répétait-elle inlassablement. « Tant qu'il occupe le terrain, notre message restera étouffé. » Elle voyait en lui non pas un rival temporaire, mais un verrou stratégique à faire sauter coûte que coûte. Peu à peu, dans les rangs du RN, une inquiétude sourde montait. Certains élus commençaient à murmurer que leur chef avait franchi une ligne. « Elle est obsédée par Lecornu », glissa un député off-record à un journaliste. C'est comme si elle voyait son ombre à chaque coin de couloir. Effectivement, Marine Le Pen ne parlait plus que de lui. Chaque décision du Premier ministre devenait un prétexte à une salve, chaque déclaration, un motif d'attaque. Ses critiques pleuvaient dans tous les sens, parfois même en se contredisant d'un jour à l'autre. Un analyste politique ne manqua pas de souligner le glissement. Elle mène une vendetta, pas un projet. Elle s'enferme dans une spirale personnelle pendant que son adversaire construit sa stature. Résultat, totalement inverse à l'effet escompté. Plus elle cognait, plus Lecornu semblait incarner la résilience face au cynisme. Sa popularité s'envolait. Celle du RN, elle plafonnait. Même Gilbert Collard, d'autrefois soutien indéfectible, levait les yeux au ciel. Elle a perdu le flair. Plus elle tape, plus il grandit. Elle n'a pas compris que l'acharnement la dessert. Et comme si la tempête médiatique ne suffisait pas, le malaise atteignit son apogée lors d'un déplacement en Normandie 3 semaines après l'affaire Lecornu. Face à un journaliste local un peu trop curieux, Marine Le Pen tenta une explication qui tourna au désastre. « Ce n'était pas de la joie. Disons que j'étais soulagée que la vérité éclate », bafouilla-t-elle visiblement sur la défensive. Le départ de Lecornu prouvait juste que Macron avait perdu le contrôle. Mais le journaliste tenace ne lâcha pas l'affaire. « Pourtant, vous avez dit enfin en direct non.
Enfin, parce que enfin les Français allaient peut-être ouvrir les yeux. Se rattrapa-t-elle dans une justification si bancale qu'elle fit le tour du net en quelques minutes. Sur les réseaux, le bashing fut immédiat, le hashtag Enfin Marine devint viral, détourné en mèmes et vidéos moqueuses. Les internautes se régalèrent. Un chroniqueur politique résuma l'ambiance. À force de vouloir expliquer l'inexplicable, elle s'embourbe. Chaque phrase de plus est un pas de moins vers la crédibilité. Ce qui rendait la gifle encore plus cuisante pour Marine Le Pen, c'était l'attitude de Le Cornu lui-même. D'un calme presque zen, il esquivait toutes les provocations avec une élégance déroutante. Quand on l'interrogeait sur les saillies de la chef du RN, il répondait laconique « Je laisse les polémiques aux autres. Moi, je suis là pour servir les Français, tous les Français. » Ce refus catégorique d'entrer dans l'arène ne faisait que renforcer son aura. Pendant que Marine Le Pen s'égosillait dans une tempête de critiques, Le Cornu lui brillait par son silence maîtrisé. Un éditorialiste lâcha la punchline qui fit mouche sur les plateaux. Le Cornu joue la finesse, Le Pen joue les points. Et devinez qui gagne les cœurs. Le point de rupture fut atteint à l'Assemblée nationale lors d'un débat houleux sur le budget. Marine Le Pen, au bord de l'explosion, vit là une chance inespérée de régler ses comptes avec Le Cornu. Face caméra, elle lança d'un ton sec « Monsieur le Premier ministre, votre petite comédie de démission, c'était quoi? Une tentative de manipulation, du chantage politique envers l'Élysée ?» Mais Le Cornu implacable resta de marbre, et d'un calme presque moqueur, il répliqua « Je comprends votre frustration, Madame Le Pen. Vous aviez misé sur le chaos et vous avez perdu. Pendant que vous calculez, nous, on gouverne. » Claque magistrale. L'hémicycle réagit immédiatement, salve d'applaudissements, même de certains députés de l'opposition. Face à cette réponse chirurgicale, Marine Le Pen blêmit, incapable d'enchaîner une seule phrase. Elle s'est fait démonter en direct, souffla un élu LR. Et avec la manière, ajouta un autre hilar. Les chaînes d'infos tournèrent l'extrait en boucle pendant des heures. Résultat image de Le Pen encore plus écornée, écart dans les sondages encore plus flagrant. Elle avait voulu frapper fort. Elle s'était prise un mur. Le Cornu explosait les compteurs 74% d'opinion favorable, du jamais vu pour un Premier ministre en exercice. De l'autre côté du ring, Marine Le Pen dégringolait à 32%, un score qu'elle n'avait plus connu depuis le siècle dernier. Autour de la table, l'ambiance était morose. Jordan Bardella, les bras croisés, résumait l'impasse avec lucidité. « C'est un désastre. Frapper Le Cornu ne marche pas. Il faut revoir notre copie. » Mais la chef du Rassemblement national refusait de lâcher sa cible. Elle martelait inflexible. « Il tombera. La question n'est pas si, mais quand. La prochaine crise le fera vaciller, et là on frappera. » Autour d'elle, l'inquiétude montait. Elle ne parle que de lui jour et nuit. S'en devient presque maladif, soufflait un pilier du mouvement à voix basse. Elle a perdu pied. Elle confond son ressentiment personnel avec la réalité politique. Et cette réalité, justement, ne faisait pas dans la tendresse. Le Cornu venait de réaliser un chef-d'œuvre stratégique. En disparaissant, puis en ressurgissant, comme un phénix médiatique, il avait réussi là où peu d'hommes politiques avaient osé s'aventurer, ridiculiser Marine Le Pen tout en se hissant au rang de figure incontournable de la République. Le peuple lassé des postures voyait désormais en lui le sauveur qu'il attendait sans le dire. Le Cornu, c'est l'anti-Le Pen par excellence, constatait froidement un sociologue en plateau. D'un côté, la stabilité, le calme du capitaine par gros temps, de l'autre, l'orage opportuniste prêt à souffler sur les braises. Entre modération et radicalité, entre rassemblement et fracture, le choix devenait limpide aux yeux des Français. 6 mois après la saga rocambolesque de la démission, l'échiquier politique avait été complètement rebattu. Le Cornu caracolait en tête des enquêtes d'opinion installées comme l'évidence face à une Marine Le Pen, en chute libre, peinant à recoller les morceaux d'une stature présidentielle envolée. Dans l'intimité d'une réunion restreinte, elle lâcha enfin presque à contre-cœur « Je l'ai mal jugé, il m'a bluffé ». Cet aveu discret sonnait comme un glas, celui de la fin d'une époque où elle pensait incarner seule l'alternative. Elle pensait que son heure avait sonné.
après des années à ronger son frein, Marine Le Pen s'imaginait enfin toucher du doigt la victoire tant attendue. Mais la réalité politique lui réservait un goût plus amer. Ce n'est pas la rage, mais la finesse qui fait un stratège. Un historien habitué à décortiquer les ressorts de l'extrême droite le résumait sans détour: elle a oublié que l'orgueil est toujours sanctionné tôt ou tard en politique. Le cornu, lui, n'avait pas eu besoin de hurler ni de gesticuler. En maniant silence et calcul avec brio, il lui avait infligé une démonstration éclatante de sang-froid et d'opportunisme maîtrisé. Ce qui s'est joué en une seule journée restera dans les livres, non pas comme un simple rebondissement, mais comme un modèle de renversement de pouvoir. Ce que Marine Le Pen a perdu ce jour-là dépassait de loin une manche électorale, c'est sa posture d'alternative crédible au sommet de l'État qui s'est effondrée. Le cornu ne s'était pas contenté de revenir, il avait conquis. Sorti de cette séquence plus solide que jamais, il s'imposait désormais comme le pilier central du paysage politique tricolore. Son coup de poker, que beaucoup jugeaient suicidaire au départ, s'était révélé un chef-d'œuvre de stratégie et avait éclipsé Marine Le Pen, réduite au rôle de figurante dans sa propre pièce. La leçon, elle est vieille comme le monde, mais certains ont besoin de la vivre pour la croire en politique célébrée trop tôt, revient souvent à creuser sa propre tombe. Et face à le cornu passé maître dans l'art du renversement calculé, Marine Le Pen n'a eu d'autre choix que de constater sa défaite, avec un goût amer en prime. 12 mois ont passé, mais l'onde de choc n'a jamais vraiment cessé de résonner dans les travées de la vie politique française. Marine Le Pen, elle porte encore les stigmates de ce revers brutal qui l'a laissé groggy devant les caméras. Lors de ses prises de parole publiques, elle contourne prudemment toute allusion à ces fameuses 24 heures, cette parenthèse euphorique devenue son pire souvenir. Mais les médias, eux, n'oublient rien. Et à chaque conférence de presse, un micro se tend pour lui rappeler ses « enfin » trop enthousiastes. C'est devenu sa faille permanente, analyse froidement un expert du camp nationaliste. Dès qu'elle lève le ton contre l'exécutif, les souvenirs remontent cette joie mal assumée captée en direct et qui aujourd'hui encore l'empêche de redevenir totalement crédible. L'affaire était devenue si emblématique qu'elle s'était hissée au rang de cas d'école disséqué dans les amphithéâtres de Sciences Po Paris, comme un opéra politique à ne pas rejouer. Mars 2026. Dans sa salle bondée, le professeur Pascal Perrineau consacrait une séance entière à ce moment charnière baptisé « La chute éclair de Marine Le Pen ». Devant des étudiants captivés stylo en feu, il résumait ainsi: voilà ce qui arrive quand la précipitation l'emporte sur la patience. 10 ans de lissage d'images pulvérisées en une seule journée de triomphalisme mal maîtrisé. Ce fiasco express, digne des grandes tragédies modernes, trônait désormais entre le Watergate et l'affaire Fillon dans les manuels de stratégie politique. Et le professeur d'enfoncer le clou, le duel, le cornu, Le Pen, c'est une masterclass sur l'art du bon timing. Le cornu a retourné une chute apparente en levier de légitimité. C'est de l'acrobatie politique en haute altitude. Les écoles de journalisme n'ont pas laissé passer cette séquence. Elle est désormais analysée comme un cas d'école de mise en scène médiatique. À l'ESG Lille, une professeure décrypte le phénomène devant ses élèves. Les chaînes d'infos ont été les chefs d'orchestre de l'humiliation. En juxtaposant les images de jubilation de Marine Le Pen avec son regard incrédule quelques heures plus tard, elles ont composé un récit aussi cruel que fascinant. Dans les rédactions, les reporters parlent encore de ces 24 heures comme d'un moment suspendu hors du temps. C'était du jamais vu, se souvient Pauline de Malherbe qui avait interviewé Marine Le Pen le matin même du retournement. Quand la nouvelle est tombée en plein direct, j'ai vu son visage se figer. C'était du théâtre pur. On assistait à l'implosion d'un espoir. Ce n'était plus de la politique. C'était une tragédie grecque version 24 heures news. Ce que les spectateurs ont ressenti ce jour-là dépassait largement le simple duel politique. Ce n'était plus une bataille idéologique, mais une tragédie personnelle jouée en direct sous les projecteurs. Marine Le Pen, en l'espace d'une journée, avait frôlé les cieux de la victoire pour mieux s'écraser sur le bitume du désenchantement. Elle a vécu toute une présidentielle en accéléré, glissait un biographe avec ironie.
De l'excitation à la certitude, puis de la sidération à la rage, jusqu'à l'amertume résignée, un arc émotionnel complet. C'est peut-être cette intensité affective qui a imprimé l'épisode dans la mémoire collective. Pendant ces quelques heures, les Français ont vu autre chose qu'une candidate, une femme traversée par le doute, l'avidité, le calcul, la chute. Un portrait en clair-obscur bien plus nuancé que l'image maîtrisée qu'elle vend habituellement. Cette séquence l'a rendue plus humaine, oui, reconnaissait une sociologue. Mais pas de la façon dont elle l'aurait souhaité. Elle a laissé transparaître une froideur stratégique, un opportunisme qui n'a pas plu. Dans les couloirs du RN, la claque fut longue à encaisser. Cette séquence politique désastreuse laissa des traces durables dans le premier cercle de Marine Le Pen. Certains collaborateurs écœurés par ce qu'ils considéraient comme une réaction indigne d'une prétendante à l'Élysée ont préféré claquer la porte. Elle a prouvé qu'elle n'avait pas la stature d'une chef d'État. Lâcha sans détour un ancien stratège du mouvement. Un vrai leader ne jubile pas face au chaos, il le maîtrise. Ce constat cruel fissura son autorité jusque dans son propre camp. Même Jordan Bardella, le successeur naturel, prit ses distances en douce. Fini les envolées agressives, désormais il tempérait ses mots, calculait ses postures. Jordan lui a compris la leçon, glissa un proche du parti. Il ne s'expose pas inutilement. Il garde la tête froide même quand il pourrait marquer des points. Ce basculement silencieux révélait un tournant générationnel. L'affaire Le Pen, le corps nu avait agi comme un électrochoc. Les jeunes pousses du RN se formaient à l'école de la retenue. Une mutation stratégique imposée par la chute de leur figure de proue. Au fond, cette humiliation a peut-être été salutaire pour le RN, analysa un expert en mouvement populiste. Elle l'oblige à se professionnaliser, à adopter un vernis institutionnel. Côté le corps nu, l'opération audacieuse de 2026 n'avait pas seulement retourné la donne, elle l'avait sacrée. Un an plus tard, il n'était plus simplement un Premier ministre. Il était devenu la référence politique absolue, toutes couleurs confondues. Même Jean-Luc Mélenchon, d'ordinaire prêt à dégainer contre le pouvoir à la moindre étincelle, dut concéder, le corps nu a gagné en densité. Il a su faire passer l'intérêt du pays avant ses états d'âme. Que l'icône de la gauche radicale admette cela, c'était le signe que quelque chose avait profondément changé. Le corps nu avait franchi un seuil rare dans la politique française, celui du consensus. Il n'était plus vu comme un simple homme de parti, mais comme l'incarnation du sens de l'État. Il représente une certaine noblesse de fonction, analysait François Baot. Il n'est pas là pour plaire à une base électorale. Il agit pour l'ensemble du pays. Et ça, les Français le sentent. Les instituts de sondage ne s'y trompaient pas. Dans toutes les simulations pour 2027, le corps nu survolait la compétition. Marine Le Pen, elle stagnait, piégée dans son image figée. Franchement, son avance est devenue un mur, soupirait un stratège adverse. L'affaire de mars 2026, ce n'était plus un simple épisode. C'était devenu le moment où le corps nu était entré dans l'histoire. Même dans les couloirs de la Macronie, une gêne commençait à se faire sentir. C'est simple, le corps nu bouffe toute la lumière, soufflait un député Renaissance. Il est en train de voler la vedette au président, et ce n'est plus une impression. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes et ils faisaient mal. Macron plafonnait péniblement à 35%, pendant que le corps nu s'envolait à 76% d'opinion favorable. Un gouffre de 41 points, un record absolu sous la VE République. Jamais un chef du gouvernement n'avait autant éclipsé son chef d'État. Ce qu'il a accompli relève du tour de force, analysait Michel Huynh, historien du politique. Il a pris un faux pas personnel et l'a retourné en apothéose stratégique. Encore plus fou, tout cela s'était joué en un claquement de calendrier orchestré avec la précision d'un horloger suisse. Le timing parfait, le geste calculé, la réaction publique inespérée. Il pressentait que son départ provoquerait un électrochoc, confiait un intime. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est l'ampleur du raz-de-marée en sa faveur. Et voilà comment, sans même lever le ton, le corps nu était devenu plus présidentiel que le président. Ce n'était plus un simple soutien, c'était une vague, un élan, un raz-de-marée.
En l'espace d'une journée, le pays tout entier semblait parler d'une seule voix, le cornu revient. Des syndicalistes aux grands patrons des philosophes, aux comédiens, tout le monde s'y mettait. Cette union improbable et pourtant sincère avait donné à son retour une légitimité incontestable. On n'avait pas vu une telle unanimité depuis peut-être la victoire des Bleus en 1998, ironisait un éditorialiste, un appel collectif presque solennel, une France qui s'adresse à un homme comme à un sauveur et le cornu. Il aurait été presque impoli de dire non. Comment résister à ce cœur national? Comment ignorer cette ovation populaire? De l'autre côté, Marine Le Pen, elle observait cette ferveur impuissante comme figée. En une poignée d'heures, elle avait vu la nation se rallier à celui qu'elle espérait éliminer. Un cauchemar éveillé, selon un journaliste présent à ses côtés ce jour-là. Elle regardait le pays se souder autour de Le Cornu, alors qu'elle-même avait bâti sa carrière sur la division. Ce n'est pas tant sa stratégie ou son sang-froid qui ont marqué les esprits. C'est cette image presque irréelle d'une France unie pour une fois, derrière un seul homme. Dans un pays habitué aux querelles, aux fractures idéologiques et aux batailles de clans, Le Cornu avait réalisé l'improbable rassembler sans diviser. Il incarne le meilleur de ce que la France peut produire, déclarait d'un ton solennel l'académicien Alain Finchialc. Le sens de l'engagement, la loyauté envers la nation et la capacité à dépasser les oppositions stériles. 2 années ont passé, 2027 approche, l'Élysée se profile à l'horizon, et dans les sondages, un nom domine sans surprise, Le Cornu. Depuis sa fameuse sortie, suivie d'un retour magistral, il a tout coché réforme, mené avec brio crise désamorcée, avec calme popularité jamais démentie. Même Marine Le Pen, dans un rare moment d'honnêteté, le reconnaissait du bout des lèvres. Ce faux pas de mars 2026, c'est lui qui lui a offert l'Élysée tout cuit. C'est dans ce soupir résigné qu'elle mit un point final à une séquence historique. Marine Le Pen, longtemps incapable d'admettre sa faute, dut se rendre à l'évidence. Son emballement avait réécrit les règles du jeu. Elle a grillé sa dernière cartouche, lâcha un politologue presque compatissant. Ce court instant d'ivresse médiatique, 24 heures, pas une de plus, aura suffi à sceller 2 destins. Le Cornu en ressortit présidentiable, presque inévitable. Elle, en revanche, restait figée dans le rôle de celle qui avait tout perdu en voulant tout gagner trop vite. Les livres d'histoire n'oublieront pas ce mois de mars 2026, le jour où la précipitation a renversé une ambition et où le sang-froid à lui seul a fait naître un chef d'État.